Alexandra Brazinville est née hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle possédait les caractéristiques des deux sexes, masculin et féminin. Après un long suivi par les médecins, elle finit par être enfin reconnue comme femme à 28 ans. Aujourd'hui, elle sort de l'ombre pour dénoncer la mouvance transgenre qui n'a rien à voir, selon elle, avec la pathologie dont elle a souffert et ose même qualifier le wokisme de criminel. Bonjour Alexandra Brazinville. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie. Alors, vous avez une histoire très particulière. Pour faire très simple, on vous définit comme intersexe, mais vous vous dites hermaphrodite. Vous m'arrêtez si je me trompe. Quelle est la différence entre les deux termes? Comment est-ce qu'on vous définit? Alors, ma pathologie de naissance était qualifiée le pseudo-hermaphrodisme congénital primaire. Et au jour d'aujourd'hui, on a tout regroupé sous la bannière intersexuation. Voilà, donc en fait, je pense que c'est simplement un problème de définition linguistique médicale. Mais en tout cas, ça voulait dire que j'avais une inversion chromosomique, c'est-à-dire que j'avais un karyotype qui était XXY, avec un Y désactivé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et une sphère génitale qui était indéterminée, c'est-à-dire que j'avais à la fois des éléments féminins et masculins, en l'occurrence un micro-pénis, qui était donc mon organe urinaire, placé à la place du clitoris, en haut d'une vulve, et avec une cavité vaginale complètement obturée par des tissus. Donc c'était une situation extrêmement compliquée, pas forcément pour moi, petite fille, j'ai envie de dire, mais pour mes parents, mes grands-parents adoptifs, parce que j'ai été adoptée de façon précoce, parce qu'on ne leur avait pas dit. D'accord, quand ils vous ont adopté, ils ne savaient pas du tout pour vous. Non, parce que c'était les années 60, j'étais adoptée, d'abord, l'adoption avait été programmée, je suis née le 25 mars 64 et je suis allée chez mes parents définitivement en avril 65. J'ai passé un an chez une mère nourricière en Haute-Savoie qui m'a allaitée, parce qu'à cette époque-là, vous avez ce qu'on appelait des matrones, des femmes qui avaient beaucoup de lait, qui donnaient une chance à un petit orphelin, une petite orpheline, en l'allaitant en même temps que leur propre enfant. Et très curieusement, personne n'avait compris ni imaginé, pensait que c'était simplement une petite fille qui avait un appendice clitoridien un peu plus grand, qu'il faudrait corriger. Oui, parce que évidemment, le mia urinaire n'était pas celui d'une petite fille. D'accord. Mais pour eux, c'est comme ça qu'ils avaient vu les choses. Et alors, comment ça s'est passé pour vos parents, quand ils l'ont découvert? Alors, mes parents, bien évidemment, m'ont mis chez un pédiatre pour faire tous les vaccins d'usage, faire un bilan général. Et là, le pédiatre a dit qu'il y avait une suspicion d'hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il n'en était pas sûr, mais qu'il pensait qu'il y avait un problème. Et que de toute façon, on ne pourrait en être sûr qu'au moment de la puberté. Ce qui est justement l'antithèse de ce qu'ils font aujourd'hui. C'est-à-dire que la puberté allait être l'élément qui allait soit infirmer, soit confirmer que bien sûr, il y avait un désordre et un problème génétique. Et dans mon cas, ça l'a confirmé. Et alors, à quel âge vous vous souvenez avoir eu conscience de cette différence? Alors moi, c'est très particulier parce que dès l'instant où mes parents adoptifs ont compris que j'avais ce problème-là, pour ma mère, ça a été ingérable. Ma mère adoptive, hein, bien sûr. C'est quelque chose qui était au-delà, je dirais, de ses capacités maternelles et, je veux dire, même intellectuelles, bien que ce soit elle-même un médecin. Et donc, mon père, voyant que ma mère ne supportait pas, j'ai été placée chez mes grands-parents à la campagne, en huis clos, où je ne voyais personne. J'étais quelque part sécurisée, mais aussi cachée. Et jusqu'à mes 17 ans et 8 mois, j'ai passé mon temps à la campagne avec mes grands-parents. Je vais vous dire, avec du recul, on m'a épargné peut-être une intrusion sociale tonitruante avec du rejet, de la discrimination, parce qu'un enfant n'a pas conscience d'être différent. Quand on est né avec un handicap, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'avais l'impression, je pensais être tout à fait normal. Oui, et puis personne ne vous en parlait dans personne votre famille. Ne me parlait. À l'école non plus. Bah, non, puisque je faisais mes cours par savait. correspondance. Je n'allais pas à l'école, je faisais tout comme ça, de façon, je dirais, différente. Et c'est que bien plus tard, quand je suis partie à Paris, vers quel âge? Pour 17 ans et 8 mois, où mon père m'a installé dans une chambre sur la butte Montmartre, dans l'immeuble d'un de ses patrons à IBM. Et là, j'ai commencé à découvrir le monde. Et là, j'ai commencé véritablement à
peut-être être en butte à des regards, à des rejets, quoique la butte Montmartre était quand même l'endroit des artistes. Pourquoi est-ce que vous aviez des regards? Parce que ça se voyait pas Si, j'étais très androgyne. D'accord. J'étais une espèce de grande perche comme ça, avec des bras et des jambes immenses, une tête extrêmement féminine, des petits seins qui partaient sur le côté. Les gens, c'était pas forcément méchant, mais les gens avaient l'œil tiré, enfin, leur curiosité faisait qu'ils se disaient, mais c'est quoi cette personne-là exactement? Qu'est-ce qui se passe? Et alors à ce moment-là, vous en avez parlé à vos parents peut-être d'abord? Oui, mais enfin mes parents, eux étaient donc, je ne vivais pas avec mes parents, j'étais dans une petite chambre et ma mère qui curieusement avait de gros problèmes pour me voir physiquement, paradoxalement je lui dis m'appelait tous les jours et me demandait de mes nouvelles, comment j'allais, ce que j'avais fait, comment se passaient mes cours puisque je continuais mes études par correspondance. Comment j'ai intégré le protocole d'État pour me lancer sur les 15 ans de procédure. Mais justement, et comment ça s'est passé? Vous arrivez et vous commencez à sentir justement ces regards et vous avez envie de faire quelque chose ou c'est vos parents qui vous avaient d'ores et déjà Non, c'est mes inscrit? parents. Ouais, déjà à la campagne, j'étais vue. Mon père venait me chercher, c'est la seule fois où il me sortait d'ailleurs de l'exploitation pour voir un psychologue de ville. Mais le travail de ce psychologue n'avait rien à voir avec ma différence. C'était juste pour que je puisse commencer à m'épanouir, à m'exprimer, à ne pas être tout le temps reclus sans pouvoir parler avec qui que ce soit. Parce que mes grands-parents, je parlais avec eux, mais bon, ils faisaient tout leur nécessaire, tout ce qu'ils croyaient judicieux pour m'aider. Ils étaient au courant de mon problème. Hein. Mais c'était important que je voie aussi un médecin. Et c'est lui qui ensuite vous a dit il y a des étapes. Et justement, c'était ma prochaine question. Quel est le processus? Comment ça se matérialise concrètement ça? Donc, faut attendre un certain âge, j'imagine? Oui, c'était la majorité. On fait une demande pour pouvoir intégrer le protocole d'État, qui à l'époque était un protocole extrêmement lourd et long. Il y avait d'abord 9 ans d'observation psychiatrique pour voir si vous étiez véritablement concerné et si on allait pouvoir régler ce problème uniquement avec de la psychiatrie, de la psychanalyse, si il faudrait faire ce qu'ils appellent une harmonisation endocrinologique et en dernier recours, ce qui est à éviter au maximum, les opérations. Et moi, bon... Vous avez fait la totale? Oui. Oui. Donc en 9 ans en fait? Non, 15 ans. En 15 ans, pour aller jusqu'aux opérations. Et comment ça s'est passé pendant ces 15 ans pour vous? Écoutez, très bien. C'était dans votre quotidien? Vous aviez vos rendez-vous? Voilà, et moi j'étais une personne très disciplinée et rigoureuse. J'y allais comme à l'école. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était presque scolaire. J'allais à mes rendez-vous. Le travail que j'ai fait avec les psychiatres était fantastique parce qu'il y avait un protocole public et un protocole privé. Et mon père, qui était lui-même avec des chirurgiens dans sa famille, en l'occurrence sa propre sœur, donc ma tante, avait dit c'est pas possible dans le public, c'est un rendez-vous tous les 4 mois. On ne peut pas faire un travail rigoureux tous les 4 mois. Alors que dans le privé, protocole privé, mais qui n'était pas subventionné, hein, pas pris en charge par l'État du tout, c'était tous les 10 jours. D'accord, oui, donc c'était quand même lourd pendant oui, mais c'était passionnant. Ouais. Parce qu'on m'a véritablement, on m'a reprogrammé au niveau psychique. Parce qu'à la base, j'ai envie de vous dire, la nature se trompe et fait les choses avec une certaine, je dirais, cohérence. Donc j'avais des éléments physiologiques qui étaient ambigus, mais j'avais aussi une sphère cérébrale qui était mixte. C'est ce que j'avais effectivement lu, c'est que vous aviez donc un cerveau qui fonctionnait à la fois de manière masculine, à la fois de manière féminine. Tout à fait. Ce qui est, j'imagine, à 18 ans par exemple, ou même avant 15 ans, compliqué. Ce qui est compliqué, mais ce qui, avec du recul, est une force incroyable. Et vous arriviez à switcher, à gérer la dualité Non, je vous dis franchement, quand j'ai intégré le protocole d'État, non. Non, parce que c'était compliqué pour moi. Pour que les gens comprennent bien, c'est que par rapport à une situation définie, donnée, j'étais pratiquement capable de savoir comment un garçon devait réagir, ou comment le garçon allait réagir et comment la fille allait réagir. Et le propos du médecin, c'était m'apprendre, puisque je me dirigeais à la case de la féminité, il n'y avait pas d'autre option, c'était à ce que mes réponses analytiques soient celles d'une personne féminine et que ça devienne un automatisme. Et à côté de ça, m'apprendre à réguler, maîtriser
certains instincts qui auraient plus été ceux d'un garçon et à les enfouir au fin fond de mon subconscient. Donc vous êtes vraiment, on peut le dire, un cas devenu femme. Enfin, littéralement, beaucoup plus que la fameuse formule « on n'est pas femme, on le devient », vous l'êtes littéralement devenu. J'ai été reprogrammée, mais en fait, moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'étais psychiquement à 90% féminine. C'est-à-dire qu'au début, quand vous intégrez le protocole d'État, c'est un petit peu comme le code de la route, on vous donne une question, une page avec 100 questions, et vous devez répondre, voilà, dans telle situation, comment vous allez réagir, dans telle situation. Et moi, dès le premier jour, je répondais à 78% comme une fille. Donc vous voyez, j'avais déjà quand même une orientation, et ça a été vraiment très facile de me soigner moi, parce que au niveau chirurgical, c'est toujours plus facile d'enlever, de corriger que de rajouter. Donc si par exemple il s'était avéré dans un autre cas que psychologiquement je sois plus un garçon, ça aurait été extrêmement compliqué. Donc moi j'ai eu de la chance pour ça. Vous connaissez la proportion de personnes en France qui sont hermaphrodites comme vous? Alors je sais qu'en 2024, il y a eu 1300 enfants qui sont nés avec cette problématique-là. Et c'est ce que vous vouliez insister là-dessus, c'est que pour le coup, votre thérapie n'était pas remboursée par la sécurité sociale. Non, et je vais vous dire, on dit beaucoup de choses qui sont fausses, même dans le cas du public. La référente Conseil national, qui était à l'époque déjà le docteur Françoise Macron-Noguès, donc la mère du président actuel, faisait des enquêtes. C'est-à-dire, si il s'avérait que les parents avaient des moyens financiers conséquents, on leur demandait d'assumer leur enfant. C'était pas systématique? Ah, pas du tout. Okay. Ah, pas du tout. Il n'y avait rien de systématique du tout. C'était au cas par cas. On était très peu, de toute façon. Ce qui me permet d'aller justement sur un sujet malheureusement mis en parallèle avec votre situation, qui est la question du transgenrisme, où justement on parle de rembourser par la sécurité sociale les prises d'hormones, les chirurgies, etc. Quelle différence vous faites entre le transgenrisme et votre situation? Déjà, moi je parle de pathologie acquise à la naissance. Là, déjà, ce qu'on appelle les transgenres aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait à mon époque les transsexuels secondaires. C'est-à-dire des personnes qui n'avaient aucun problème de fonctionnalité à la base. Tout marchait très bien, certains avaient même pu mener une vie conventionnelle, conjugale, hétérosexuelle, voire être père de famille. Et d'un seul coup, ces gens-là déclenchaient une pathologie dite secondaire et disaient non, non, ben moi en fait, je suis une femme, je suis de l'autre sexe. Et là, ils étaient récusés par le protocole d'État qui disait oui, mais vous n'êtes pas concernés par la pathologie de naissance, qui est soit le pseudo-hermaphrodisme, soit le transsexualisme primaire, donc acquis à la conception. Vous avez simplement un questionnement psychologique et psychiatrique, donc vous devez voir un médecin qui va vous aider à régler ce problème. Et en tout cas, vous n'êtes pas concerné par une quelconque prise en charge de l'État. Et ces gens-là, j'ai envie de vous dire, j'en ai rencontré beaucoup dans le monde, parce qu'il y a des communautés transgenres partout en Inde. Vous avez les Ishras, au Mexique, les Mux, les Katori en Thaïlande. En France, outre-mer, vous avez les Marous et les Rérés, où il y a même un problème civilisationnel. Et ça devrait vraiment interroger. C'est-à-dire qu'on va sacrifier un enfant mâle, par principe, à la cause divine ou à la cause de la famille, en l'élevant comme une fille. Et on va en faire un être qui sera, je dirais, exempt de mariage et qui restera auprès de sa mère pour faire les tâches ménagères et s'occupera de ses parents âgés sur la fin de vie, mais souvent ils deviennent les esclaves sexuels des hommes. Et beaucoup de ces garçons-là ne sont pas du tout concernés. Ce sont de vrais petits gars et qui ne sont même pas homosexuels et ils finissent par se tuer. Et vous en pensez quoi alors de ce que j'appellerais ce mouvement trans actuel en France? Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, qui masque aussi d'autres problèmes dont on peut parler, si vous voulez, comme une tentative d'approche des jeunes pour légaliser une certaine forme de pédophilie. Oui. Et je pense que déjà le fait d'associer une idéologie à un état qu'on peut qualifier de pathologique, parce que l'idéologie, on va commencer, on va regrouper des idées philosophiques, sociologiques, voire politiques, qui vont conditionner les comportements d'un groupe d'individus ou vos propres comportements. Le transgendérisme, c'est quand même quelque chose où il y a un fondement pathologique. On ne peut pas le nier. Parce que quand une personne ne peut pas exister dans sa biologie qui est la sienne, et que cette personne a besoin d'utiliser
des comportements sociaux ou l'apparence de l'autre sexe, c'est que véritablement il y a un problème identitaire. Donc il y a bien un problème pathologique, mais qui est psychiatrique. Hein. Donc on ne peut pas associer une idéologie sectaire à un problème de santé et en faire une espèce de vérité universelle. Moi, quand on a commencé à parler de la théorie du genre, j'étais absolument stupéfaite parce que la théorie du genre, je vous rappelle, ça n'est qu'une réflexion médicale qui dit que dans le cas de ces pathologies de naissance, il y a des antagonismes puissants, massifs entre la biologie, le psychisme et l'endocrinologie qui sont inversés. Et que donc les gens ne peuvent pas fonctionner en état et qu'il faut leur apporter une réponse médicale, voire chirurgicale, pour leur redonner une intégrité physiologique, une harmonie qui aurait dû être la bonne à la naissance. Mais c'est tout. Et là, on l'a sorti de son contexte et on a fait une vérité universelle. Alors, on raconte dans les écoles aux enfants des choses absolument monstrueuses, mensongères. On peut changer de sexe, on peut choisir son genre. Or, on ne change pas de sexe. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Pourquoi voulez-vous changer de sexe? Si vous êtes basiquement bien dans votre biologie, eh ben vous y restez. C'est où est le problème? Et le genre, je veux dire, il y a 99,9% de la population, les hommes sont de genre masculin et les filles sont de genre féminin. C'est quelque chose qui est aussi lié à une harmonie psychologique, endocrinologique et biologique. Aucune femme ne se posera ce genre de questions. Donc, je veux dire, ce n'est pas une minorité de personnes qui sont véritablement atteintes de dysphorie, ils appellent ça comme ça aujourd'hui, qui vont quand même passer en force dans la société et obliger toute la société à admettre ou à penser comme eux voudraient que les gens pensent. Ça, c'est très grave. Justement, donc là, on est en plus dans un contexte, on est au mois de juin, on est dans le mois des fiertés, comme ce lobby LGBT l'appelle. Est-ce que vous avez été approché ou peut-être avez-vous demandé conseil ou avez-vous été soutenu par cette communauté LGBT? J'ai jamais eu aucun contact avec eux, sauf quand j'ai été présidente du PAST dans les années 2005, 6, 7, PAST, Prévention, Action, Santé, Travail, pour les transsexuels, et je m'occupais beaucoup, détaché par le site d'action, d'essayer d'endiguer, en toute modestie, l'explosion du HIV et des maladies sexuellement transmissibles sur les lieux à haut risque, qui sont les prostituées. Aussi bien femmes que travestis, et que, on va dire transgenres, mais que moi, à l'époque, on appelait travestis hormonés, c'est-à-dire qui avaient quand même eu recours à des métamorphoses chirurgicales. Ce qui d'ailleurs était interdit aux yeux de la loi. Hein. En principe, un médecin n'a pas le droit de faire ça. Et donc, à cette époque-là, j'ai eu un certain contact avec le lobby LGBT. Mais je rappelle que le lobby LGBT, à la base, c'était quelque chose qui était relativement sain dans la mesure où c'était des minorités. Vous savez ce qu'on dit, l'union fait la force. Hein. Et quand M. Mitterrand a dépénalisé l'homosexualité, toutes ces minorités n'avaient pas de droit. Et donc, ils se sont regroupés pour essayer de demander à la société quelques droits, pour avoir une espèce d'équité par rapport à tous les autres citoyens et citoyennes. Bon, ça, c'était compréhensible, mais maintenant, aujourd'hui, ils ont eu tous les droits imaginables, inimaginables, voire au-delà du raisonnable. Et là, ça devient du délire permanent. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'ils revoient leur position. Et surtout, cette théorie transgenre et ce transgendérisme fait un mal fou aux homosexuels de base, parce que ça remet en cause toutes les avancées qu'ils ont obtenues en matière de droit, puisqu'on veut effacer l'homme et la femme. Oui, c'est pour ça que les féministes, certaines aussi, s'insurgent en disant... Mais bien sûr, c'est quelque chose qui se dirige vers le transhumanisme. Ça en fait partie. Justement, on a, la semaine dernière, reçu Sophie Audugé de SOS Éducation. Oui, qui est magnifique. Qui parle beaucoup, enfin qui nous a en tout cas nous parlé du programme d'éducation sexuelle qui a été inscrit dans le marbre pour la rentrée 2025 et où clairement la théorie du genre est acceptée comme sujet scolaire à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que c'est criminel. Criminel, oui. C'est criminel parce qu'il n'y a pas de théorie du genre. D'abord, vous savez, le propos de l'école, l'éducation nationale porte très mal son nom. On devrait dire l'instruction. Parce que le mot éduquer, c'est le propos des parents.
Ça n'est pas le propos de l'école. Et je pense que l'explication ou l'initiation à une certaine sexualité doit être le propos des parents, dans le sens où le petit garçon ou la petite fille va demander à son père et sa mère, au moment de la puberté, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui doivent se passer en famille, tranquillement, en laissant le temps aux enfants d'être des enfants et aux adolescents d'être des adolescents. L'enfant, contrairement à ce que tous les fous disent, n'est pas sexuel. Il est sexué. Sexué, c'est-à-dire qu'il est soit fille, soit garçon. Mais la sexualité ne concerne pas les enfants. Ça concerne les enfants après la puberté. Et donc, quand on arrive de but en blanc à l'école pour leur faire ce que j'appelle, moi, de l'attentat à la pudeur auditif ou visuel, à tenir des propos, à montrer des images qui sont absolument traumatisantes et qui peuvent laisser des séquelles graves chez les enfants, moi je dis c'est criminel de faire ça. Par ailleurs, pour moi, le genre, c'est un faux problème. Le but, c'est d'apprendre à un petit garçon à devenir un jeune homme, puis un homme, puis un citoyen, à lui apprendre le respect des femmes, et inversement, d'expliquer à une petite fille qu'elle va devenir une jeune fille, puis une mère. Moi, j'avais assisté comme ça à une séance à l'école, une maman m'avait dit, écoutez, viens avec moi, ça me ferait plaisir que tu écoutes. Je suis tombée de ma chaise, j'ai dit, on parle de tout, sauf de la chose la plus naturelle au monde, qui est le rapport hétérosexuel, qui va permettre la procréation. Déjà, on ne parle plus d'amour, on ne parle plus de spiritualité, on parle que de l'acte de chair, mais l'acte de chair doit aller de pair avec des sentiments, sinon, je veux dire, ça sert à quoi? Et donc, il y a ça qui m'avait beaucoup choqué, et surtout en disant aux enfants, oui, vous pouvez être homosexuel, hétérosexuel, c'est pareil, c'est très bien, on peut choisir qui on veut, faire ce qu'on veut, mais non, c'est pas bien. L'homosexualité, si un enfant s'avère être homosexuel, il ne faut surtout pas lui faire du mal. Il faut essayer de comprendre si c'est passager, si ce sera son orientation définitive, parce que ça existe aussi, et le conseiller, lui faire bien comprendre les tenants et les aboutissants, qu'effectivement, il aura peut-être une vie de discrimination, parce qu'il ne faut pas croire que c'est si facile que ça pour les homosexuels, mais on ne peut quand même pas dire du but en blanc aux enfants, qui n'y penseront jamais. Oui, mais vous pouvez être homosexuel, il y a 99,9% des hommes qui ne seront jamais homosexuels, et des femmes également. Donc vous voyez, c'est ça qui me gêne. C'est qu'une minorité parmi les minorités veuille imposer à la société que j'appelle normative et conventionnelle, et hétérosexuelle, parce que les gens le veulent ou non, ce qui fait la norme des choses, c'est que la majorité des personnes, je veux dire, vont adopter un type de comportement, donc c'est l'hétérosexualité. Pourquoi vouloir forcer tous ces gens-là à penser autrement ou à avoir des comportements qui seraient déviants et contre nature pour eux-mêmes? Si vous, vos parents ont très bien rempli leur rôle en l'occurrence, mais Oui. si vos parents avaient été dans le déni, n'avaient pas voulu reconnaître cette pathologie que vous aviez et n'en avaient absolument jamais parlé et que vous aviez découvert ça à l'école, est-ce que vous auriez... Aujourd'hui, vous diriez que c'était peut-être à l'école à ce moment-là de vous dire qu'il y avait des accompagnements possibles. Enfin voilà, parce qu'en fait c'est souvent ce qu'on dit, c'est pour ça que vous dites... justement, l'éducation, très intéressant que vous posez cette question que vous posez, parce que c'est ce qui s'est passé avec ma mère adoptive. Quand je suis arrivée de la campagne à 17 ans, 8 mois, j'ai passé 2 mois avec mes parents, donc avec ma maman. Et ma maman, en fait, son schéma de réflexion était le suivant. Puisque cet enfant ne sera jamais ni l'un ni l'autre complètement, on va le mettre en conformité ou pas. Finalement, pourquoi est-ce que cet enfant n'aurait pas l'apparence d'un petit garçon? Ce qui aurait arrangé ma mère. Même si, sachant qu'il n'y aurait rien qui se passerait jamais nulle part. Et le problème qui s'est posé, c'est que j'étais psychologiquement et psychiquement féminine. Et que pour moi, c'était impossible d'imaginer que je puisse un jour penser, analyser, aimer, agir ou réagir comme un garçon. C'était impossible. Et donc, mon père a décidé à ce moment-là, a compris qu'avec ma mère, la confrontation serait de toute façon, comment dire, non constructive. Hein, et qu'il fallait m'isoler le temps que je fasse. Bon. Et puis quand je suis revenue, tout était terminé. Ma mère m'a dit, voilà ma grande fille. Elle était contente, parce qu'il n'y avait plus d'ambiguïté, en fait, c'est ça. Mais donc, est-ce que ça aurait été, selon vous, au rôle potentiellement de l'école à ce moment-là, si vos parents avaient failli sur ce... Enfin, failli. Ou ne pas accepter, par exemple, cette différence? Non, il n'y a pas du tout au rôle de l'école, mais le rôle des médecins, oui, il y a des médecins. Il y avait ce protocole d'État qui était magnifiquement bien organisé, qui était dur. C'est vrai parce que moi, dans le privé, j'avais des psychiatres tout à fait respectueux. Mais attention, il faut aussi comprendre que quand on a affaire à un cas pareil,
le rôle des parents et des docteurs, ce n'est ni d'interdire, ni d'encourager. Il faut rester juste. Vous savez, les psychiatres, ils font très attention à ce que les patients comme moi ne sombrent pas dans un processus que vous allez très bien comprendre, qui s'appelle la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire qu'un être humain, sous l'impact pathologique, va décider de vivre une fiction comme si c'était la réalité, pour s'auto-persuader de la véracité de sa requête, et surtout, cette personne va finir par sombrer dans un mensonge quasi obsessionnel à soi-même et vis-à-vis de son entourage. La personne va perdre la cohérence dans ses comportements, va perdre sa lucidité dans ses analyses, et ça finit dans la névrose et la psychose, souvent de façon fatale. Oui, et c'est tout à fait ce qui se passe avec beaucoup de transgenres, qui s'auto-persuadent qu'ils sont ce qu'ils veulent être. Mais le rôle de la société, ça n'est pas de conforter les gens dans ce qu'on peut appeler, sans être péjoratif, une certaine forme de délire. Il faut recadrer les gens en leur disant, attention, il y a des limites à ne pas franchir, ce que vous dites là, ça n'est pas cartésien, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc on remet les gens les pieds sur terre, on leur dit, vous êtes comme ça, que vous ayez des inclinaisons pour des activités qui étaient dès lors plus celles de l'autre sexe, que vous souhaitez avoir une apparence peut-être plus androgyne, pour du féminine, un garçon souhaite être un peu plus féminin, je ne vois pas tellement où est le problème, moi, personnellement. Si ce n'est qu'après, il faut assumer le regard de la société, des gens qui sont en face de vous. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un problème, et ça permet aux gens de peut-être vivre de façon soit passagère, soit définitive, une différence psychologique qui, souvent, avec le temps, va s'affiner, va peut-être même des fois se désamorcer, et les gens vont reprendre après une certaine vie beaucoup plus conventionnelle. Mais pourquoi proposer des mutilations, des stérilisations, rendre les gens handicapés à vie? C'est-à-dire qu'on leur propose comme solution ce que moi, la nature m'a imposé à la naissance. Et donc, je me serais bien passé. Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés à vous aimer et à être aimé dans votre vie? Alors, être aimé, non, parce que j'ai toujours eu des parents, des grands-parents fantastiques. Et quand je suis arrivé sur la butte de Montmartre, j'ai tout de suite été... Je suis une personne extrêmement généreuse, extrêmement sociable. Et à la campagne, vous savez, mes grands-parents avaient été briefés pour me faire faire à la fois des activités plutôt féminines, mais aussi masculines. À la campagne, les femmes, c'est rude. Oui. Hein, je veux dire, elles font des choses très dures à la campagne. Les choses les plus féminines que j'ai dû faire avec ma grand-mère, c'est concevoir des bouquets de fleurs, l'aider au lavoir, et puis alors apprendre à cuisiner. Et puis bien sûr, le soir, je lui brossais ses cheveux, je lui faisais sa tresse, c'était la quintessence de la féminité, et elle me remontait ses cheveux dans un bonnet de nuit avant de dormir. Ça, pour moi, c'était la quintessence de la féminité. Et moi, j'avais moi-même les cheveux longs. C'est-à-dire que mes grands-parents étaient quand même suffisamment évolués pour ne pas m'obliger à avoir, je dirais, une apparence qui soit stéréotypée. On me permettait d'avoir des cheveux longs, mais attachés. Et en fait, il y avait un modus vivendi avec mes grands-parents. Quand j'étais avec ma grand-mère, je pouvais être féminine. Je pouvais minauder, chantonner comme une petite fille, danser. Par contre, quand j'étais avec mon grand-père, il fallait que je sois sur la réserve. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui m'a permis de vraiment d'être adaptogène, hein, de m'adapter. C'est-à-dire, je savais qu'avec mon grand-père, je devais faire comme ça. Ma grand-mère, je devais faire comme ça. Jusqu'au jour où il y a eu un clash. Mon grand-père, qui était un adepte de la boxe anglaise, et je me suis mis à chanter, à danser devant lui, et tout d'un coup j'ai réalisé que j'avais fait une faute, parce que ça je ne devais pas le faire en sa présence, et je me suis mis à pleurer. Et là je me souviendrai toujours, mon grand-père s'est agenouillé, m'a pris dans ses bras, il m'a dit, tu sais, même moi la boxe quelque part c'est un ballet, on se donne des coups de poing, mais c'est pas grave, il m'a dit, c'est un secret entre nous. Et il m'a consolé. J'ai compris que mon grand-père serait mon allié toute ma vie. Et par rapport au fait de vous aimer vous, ça a été compliqué. Ouais, c'était plus dur. C'est pas le fait que je m'aimais pas, c'est le fait que la disgrâce génitale me répugnait. Je voyais bien, parce qu'à la campagne, vous savez, vous êtes entouré d'animaux, vous voyez bien comment fonctionnent les animaux. Il n'y a pas besoin de faire de cours d'éducation sexuelle. Hein. Vous voyez le taureau et la vache, biquette et bouc, les lapins, je ne sais pas quoi. Et même mon grand-père qui courait après ma grand-mère, dans la grange, ça existe aussi. Et donc, moi, je me regardais, et un jour, mon grand-père me surprend, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Mais c'est où, papé ?»
l'endroit par où va sortir mon bébé. Je ne comprends pas, c'est où. Et je ne voyais pas. Et ce jour-là, il m'a dit quelque chose d'un peu trivial. Il m'a dit, écoute, tu es comme Blanchette la Biquette, mais tu es un petit peu aussi comme Jules le Bouc. J'ai dit, ah bon? Ça voulait dire tes matinées cochonnades. Ça ne m'a pas du tout rassuré, mais bon. J'ai pris ça comme une explication plausible. Non, j'avais pas de mépris à l'égard de moi-même, parce que je vais vous dire, en plus, étant hybride et asexué de naissance, à la puberté, rien ne s'est déclenché. Ça a confirmé que j'avais bien une gonade ovarienne qui produisait des oestrogènes de façon totalement délirante et désorganisée, et n'ayant pas d'utérus, il a fallu me l'enlever, et l'autre gonade était morte, dans le sens où elle était ni l'un ni l'autre. Donc, je n'avais pas de pulsion, de libido, j'en ai toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, hein, je suis toujours hybride, hein, dans ce sens-là du terme. Donc, j'avais pas, si vous voulez, le déclic que peuvent avoir certains autres transgenres qui vont avoir des envies, des pulsions qui vont monter et qu'il faut assouvir. Moi, j'avais rien. C'était le néant le plus total. Ce qui m'a beaucoup simplifié les choses. Oui, peut-être. Vous parliez tout à l'heure du rapport qu'on peut trouver entre le transgenrisme et la prostitution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Vous parlez même de pédophilie. Qu'est-ce qui pourrait lier tous ces... Alors, d'abord, on va commencer par ce sujet qui est extrêmement grave, l'approche de la pédophilie. Parce que quand on va, comme en Espagne, faire voter une loi sur l'autodétermination, c'est-à-dire qu'un enfant de 12 ans, parce que moi ça reste un enfant, peut choisir son genre, son sexe, avec l'accord d'un des coparents. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus de père et de mère, on dit des coparents. Si un enfant peut choisir son genre et son sexe, il peut choisir sa sexualité à 12 ans. On est bien d'accord? Donc c'est en plein dans la pédophilie. Voilà. Et donc c'est ça qui est inquiétant pour moi. On sexualise des enfants. Oui, c'est-à-dire qu'on projette sur des enfants des problématiques d'adultes qui ne les concernent pas. Et qui même va créer des traumatismes ou un rejet ou un dégoût massif, en tout cas une confusion psychologique. C'est comme j'ai rien contre les drag queens, qui sont des artistes à part entière, mais le spectacle des drag queens c'est basé sur l'ambiguïté sexuelle, la transgression et le travestissement. Qu'est-ce que ça a à faire dans l'école de la République? Ce sont des spectacles pour adultes. Pourquoi amener la confusion à l'école? Qu'on amène, qu'on sublime, par exemple, les valeurs viriles de l'homme en amenant des hommes de toutes sortes de corporations, qu'on sublime le rôle de la femme, les fonctions, les prérogatives, les comportements de la femme, de la mère. C'est ça qui est très important, parce que le but du jeu, enfin, moi je pense, c'est qu'une petite fille devienne une femme accomplie et un petit garçon un homme, et qu'ils soient heureux l'un et l'autre dans leur vie, avec, je dirais, une approche aussi citoyenne, civique. Mais le reste, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Après, vous me parliez de la prostitution. Non, il n'y a aucune fatalité à ce qu'une personne travestie ou transgenre soit prostituée, si ce n'est que, moi qui ai œuvré sur le terrain, toutes les personnes transsexuelles ou travesties, par exemple sud-américaines, étaient immédiatement en danger de mort. Parce qu'elles étaient en danger de mort, voire potentiellement susceptibles d'être exécutées par leur propre famille ou par les gouvernements. Et donc, elles n'avaient qu'une solution, c'est fuir. Et là, elles tombaient dans les filets des réseaux de proxénétisme mafieux qui leur finançaient le voyage, soi-disant, pour les protéger, mon œil, et qui les installaient comme esclaves sexuels sur les trottoirs d'Europe ou aux États-Unis. Et là, elles devenaient véritablement des esclaves sous contrôle. D'accord, mais ça, c'est pas en France, en fait. Enfin, je veux dire, si c'est en France, mais c'est souvent au Bois de Boulogne, c'est ça. C'est souvent des transgenres étrangers, en fait. Tout à fait. C'est pas forcément... Non, les transgenres français n'ont pas du tout... Non, il ne faut pas dire ça. D'ailleurs, je suis toujours surprise quand on dit qu'en France, il y a de l'homophobie et de la transphobie, parce que moi, j'ai des centaines d'amis qui sont homosexuels qui n'ont aucun problème d'homophobie. Et la transphobie, moi, je sais très bien ce que c'est. C'est ce que j'ai vu au Bois de Boulogne, hein. C'est quand des hommes passent au meurtre, par haine, des hommes qui n'ont pas d'assise morale, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine et qui vont par principe mutiler, exécuter des travestis ou des transgenres ou des transsexuels, même bien que des gens opérés, il n'y a pas au Bois de Boulogne, ça n'intéresse personne. Hein. C'est ça la transphobie. Mais si vous voulez, la France n'est pas du tout un pays intolérant. Après, je suppose que c'est aussi aux personnes qui ont des différences à savoir se tenir en société. L'homosexualité, ça n'est rien d'autre qu'une orientation sexuelle dans sa vie privée, mais ça ne change pas le fait que vous êtes soit un homme, soit une femme. Je vais vous poser une question qui, je pense,
va forcément tarauder un peu nos abonnés, c'est par rapport à la médecin qui vous a suivi, donc la mère d'Emmanuel Oui. Macron, qui est donc été spécialisée en fait dans ce genre de pathologie, j'imagine? Non, elle était spécialisée pour tous les enfants qui avaient des inversions chromosomiques. Même D'accord. les enfants trisomiques, les gens comme moi bien sûr, mais en fait tous les enfants qui avaient une inversion ou un désordre au niveau des D'accord. chromosomes. Mais elle n'était pas du tout spécialisée. D'ailleurs, elle n'avait aucune affinité avec les gens comme moi. Elle, c'était uniquement le lien, si vous voulez, entre l'institution de santé publique qui s'appelle la Sécurité sociale et le groupe protocolaire des spécialistes et des médecins qui, eux, étaient en contact avec les patients, donc des gens comme moi en l'occurrence, et nos parents. Et quand les médecins disaient, voilà, nous, on préconise par exemple tel traitement, telle opération pour avancer dans le protocole de soins, elle regardait après enquête si la sécurité sociale pouvait accorder aux subventions ou si les parents avaient quelques moyens, il n'en était pas question. Donc moi, j'ai jamais été prise en charge. C'est pour ça aujourd'hui, quand ils racontent tous, on a payé ci, on a payé ça, j'ai appelé l'autre jour la nouvelle référente du Conseil national, je me suis présentée et elle m'a dit, mais non madame, moi je vais vous dire les choses exactement comme elles sont. Une vaginoplastie aujourd'hui est toujours remboursée à hauteur de 8 000 €, ce qui est le prix de l'opération, parce que c'est une opération extrêmement dure, hein, qui dure non pas 3 heures mais presque 6 à 8 heures, avec des risques énormes. Elle m'a dit, tout ce qui est épilation électrique et laser n'est pas pris en charge. Et il n'y a absolument rien qui soit pris en charge au niveau de l'esthétique. C'est-à-dire, si vous avez un problème comme moi, j'avais les seins qui partaient sur le côté, parce que j'avais une cage thoracique qui était quand même mixte. Donc il a fallu me les recentrer, parce que sinon, ils partaient sous les bras. Donc là, j'ai eu une dérogation, mais c'est mes parents qui ont payé. La prothésie mammaire, elle va être remboursée à peu près à 1 200 € sur une opération qui en vaut 5 000. Et après, ce sont les mutuelles qui prennent le reste en charge, qui en général doublent la somme prônée par la sécurité sociale. Mais la féminisation n'est pas absolument pas remboursée non plus. Ce que je voulais dire par là, c'est que cette femme-là, donc, vous a accompagné, mais elle vous a absolument pas poussé à quoi que ce soit. Elle vous a pas du tout poussé dans un genre défini, femme ou homme. Elle vous a aidé à faire le lien avec l'administration. C'était une administrative, elle. Et alors, moi, ma question, c'était, est-ce que... Enfin, ça peut paraître étonnant de se dire que cette femme-là a travaillé, justement, a vu des cas comme vous, et derrière, voir son fils, aujourd'hui président de la République, qui est plutôt complaisant avec l'idéologie transgenre LGBT. Alors, non, mais c'est pas si étonnant. Et qui voudrait faciliter potentiellement les démarches d'état civil pour ces personnes-là, etc. Alors, attendez, c'est pas si étonnant que ça, parce que moi, je me souviens, on avait quand même des réunions protocolaires où cette dame était là, le docteur Noguès était là, pour justement, avec les parents, voir l'avancée du dossier et dire, voilà, la période d'observation psychiatrique est passée. Maintenant, on passe à la castration chimique et la réharmonisation endocrinologique. On détruit un système, si vous voulez, hormonal qui est inversé, qui est mauvais ou non fonctionnel, et on le remplace par un système hormonal de substitution qui va être médicamenteux. Vous comprenez ce que je dis? Et après, il y a les opérations. Et à plusieurs reprises, son fils est venu saluer sa mère. Emmanuel Macron, qui n'était absolument personne à l'époque. Hein. Et donc, je suppose que ce garçon-là a été sensibilisé avec notre cause jeune, et peut-être que lui-même, en voyant des gens comme moi, se dit, bah, il faut plutôt aider ces personnes-là que de leur mettre la tête sous le sable, je veux dire. Je pense que c'est plutôt ça. Mais qu'il soit sympathisant avec tous les gens qui sont en plein délire, non, je ne pense pas. Et en fait, il répond pas du tout de la bonne manière pour vous, en fait. Ce que vous dites, c'est qu'il a été sensibilisé par le travail de sa mère à ces questions-là. Mais vous, ce que vous avez l'air de dire aujourd'hui, c'est qu'apparemment, il a plutôt l'air de ne pas répondre de la bonne manière, à mettre des pansements là où il ne faut pas, plutôt en laissant justement ce mois des fiers se tenir. Tout est sous le contrôle de certains lobbies qui font du forcing. Vous parliez par exemple de la loi Bachelot. Moi, à mon époque, pour avoir un changement d'état civil, il fallait donner ses papiers, ses comptes rendus chirurgicaux qui attestaient de la présence d'un néovagin, en tout cas d'un vagin, puisque moi j'avais naturellement une cavité vaginale mais qui était obturée, mais il fallait passer une expertise génitale judiciaire. On vous allongeait sur une table, on vous rentrait quelque chose pour mesurer la profondeur et voir si vous étiez opérationnel. C'était quand même brutal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à cette condition-là qu'on avait nos papiers.
depuis, je crois, l'année 2016, il me semble, si je ne me trompe pas, ou 2009, il y a déjà eu une tentative, les gens n'ont même plus besoin d'être opérés, mis en conformité génitale pour obtenir des papiers de l'autre sexe, ce qui est un non-sens. Et en fait, Madame Bachelot, la ministre à l'époque, m'avait consulté moi, puisqu'à l'époque j'étais déjà un petit peu impliqué dans la politique, puis je suis parti, puis là je reviens, et elle m'avait dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, le propos de Madame Bachelot, c'était de dire que pour des personnes comme moi, qui étions très avancées, qui avions l'accord pour les opérations, qui avons signé une décharge, comme ça, on disait bien clairement qu'on s'engageait à aller à l'opération, mais qui avait une attente d'1 an pour avoir l'accès à un bloc opératoire et un docteur, parce qu'il n'y en a pas tellement de docteurs qui font ça, vous comprenez? C'était peut-être pas utile d'attendre que la personne soit concrètement opérée pour lui donner des papiers, parce que moi j'ai quand même attendu 2 ans après être mise en conformité pour qu'on m'accorde le changement d'état civil, et j'ai dû payer le tribunal de grande instance. 2 ans, pendant 2 ans, les gens ne comprenaient rien du tout, j'étais dans un espèce de flou institutionnel et administratif qui m'a coûté beaucoup de problèmes. Parce que vous, à la naissance, il y avait écrit quoi sur votre état civil? On a écrit garçon, parce que j'avais un micro-pénis. D'accord. Et ce petit impendice urinaire a fait que j'ai été déclaré garçon. Et donc vous êtes donc né et déclaré garçon. Et à quel âge vous avez été enfin déclaré femme? Mon opération, je l'ai faite quand j'avais 28 ans, très tardivement. Et j'ai eu mes papiers... Non, 26 ans et j'ai eu mes papiers à 28 ans. Ouais. D'accord, donc il a fallu 28 ans pour qu'enfin vous grâce à l'intervention d'un ministre de l'Intérieur fantastique, qui était à l'époque M. Nicolas Sarkozy, qui a dit « Je ne comprends rien à votre histoire, mais je vous trouve tellement courageuse et respectable dans votre combat que en 1 semaine, il a tout ranqué. » Donc, moi, la question que je pose, c'est par rapport... Donc, on a parlé beaucoup de ce qui se passe à l'école, des chirurgies, etc. Ça, je comprends très bien. Mais administrativement parlant, est-ce que vous êtes pour faciliter les démarches? Parce que vous, j'imagine que vous en avez quand même bavé pour ces démarches-là. Ou est-ce qu'il faut quand même toute cette prudence parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite? Mais c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit véritablement mise en conformité. Voilà. Si la personne, on doit revenir à ce statut-là. Et moi, d'ailleurs, si j'étais nommé à quelques postes, je dirais ministériels, c'est la première chose que je ferais. Soit on reste de sexe féminin ou de sexe masculin. Mais tant que vous n'êtes pas concrètement au niveau génital de sexe féminin, pourquoi voulez-vous avoir des papiers de femme? Alors ces gens-là vont dans les vestiaires, des femmes mettre à mal d'autres femmes biologiques qui n'ont strictement rien demandé, vont aller participer à des compétitions de sport au milieu de femmes qui n'ont strictement rien demandé, qui se bataillent depuis des années à l'entraînement pour essayer d'avoir... Puis vous avez ce monsieur-là qui prétend être une femme qui va ramasser toute la gloriole, et puis même, c'est extrêmement choquant. Je veux dire, on n'a pas à manquer de respect aux autres ou à leur imposer. Moi, je ne suis jamais rentré dans un vestiaire ni d'homme ni de femme, parce que j'avais cette pudeur et ce respect à l'égard des autres. Et même aujourd'hui, mise en conformité, quand je fais mes cours comment ça s'appelle, de yoga, j'ai mes copines du quartier qui me disent « Mais pourquoi tu viens jamais prendre ta douche avec nous? Mais pourquoi? Tu sais bien nous, on s'en fiche. » Je dis « Oui, mais c'est quelque chose qui me reste de mon enfance, où on m'a obligé à rester isolé loin du troupeau, j'ai envie de dire. Et j'ai pas envie que quelqu'un objecte ou de provoquer l'incident qui serait trop. » Donc sur ces questions-là, vous, votre maître mot, c'est la prudence, le temps, la réflexion? Rien faire avant la majorité. Suivi psychologique parce non, on fait rien avant la majorité déjà. Oui, déjà, premièrement. Parce qu'il faut que la puberté, et il faut aussi le comprendre, c'est que la croissance de la chair, des organes physiologiques, donc y compris génital, soit arrivée à son but, à sa finalité. Parce que si il y a besoin de faire une chirurgie, il faut que le chirurgien ait de la matière première. Quand vous bloquez pour travailler, si vous bloquez la puberté d'un môme à 12 ans et vous le donnez en plus des hormones croisées, il va commencer à développer, je dirais, des aspects secondaires qui vont être ceux de l'autre sexe. Et si après il veut reprendre sa puberté, il gardera un pénis qui sera celui d'un enfant de 12 ans. Donc c'est fou. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc c'est criminel. Et ça n'a aucun sens. Et c'est pas parfois trop tard, justement, d'attendre la fin de la puberté quand Mais pas du tout, mais pas du tout. Après, c'est toute votre vie, c'est irréversible. Moi, j'ai vu des gens se foutre en l'air, même après, en ayant pris tout leur temps. Une fois opérées, elles se donnaient la mort, parce qu'elles ne supportaient pas ce qu'elles étaient devenues. Et elles se rendaient compte que les chirurgiens n'avaient pas été véritablement honnêtes, et qu'elles pensaient qu'elles auraient une vie normale, et pas du tout. Qu'elles n'avaient qu'un vide, un néant entre les jambes qui ne servait à rien du tout. À rien du tout.
et qu'il n'y avait aucun plaisir, aucune libido, aucune sensibilité. Que c'était juste une mise en conformité pour aider la personne à être en harmonie. Mais que bien évidemment, on raconte des choses tellement graves. J'ai une amie qui m'a appelé l'autre fois des États-Unis. On lui a dit, quand tu seras opérée, tu seras une femme biologique, tu pourras procréer. Ah bon? Alors qu'à la base, c'est un petit garçon. Depuis quand un petit garçon a un utérus? Il faut m'expliquer là. Donc elle m'a dit, il faut que tu parles à maman, etc. Et j'ai évité justement qu'elle se fasse opérer. J'ai dit, ne faites surtout pas ça. C'est faux. Et si un jour, si on se projette très loin, un jour on a la capacité médicale de vraiment implanter un utérus fonctionnel ou implanter un pénis fonctionnel à quelqu'un justement qui se situe comme vous. Est-ce que vous seriez pour ce changement de sexe complet? L'implantation de l'utérus fonctionnel, ça a marché sur des femmes biologiques. C'est-à-dire des femmes qui étaient stériles ou qui avaient un problème. Il y a des donneuses, des femmes qui étaient mortes et qui avaient donné leur corps à la science. Ça a réussi dans 2 cas, en Arabie Saoudite et aux États-Unis. 2 femmes ont réussi à pouvoir avoir une transplantation d'utérus. Mais parce qu'elles ont tout l'organisme aussi prêt à accueillir. Voilà, mais je veux dire, une personne comme moi, vous pouvez mettre... D'abord, nous n'avons pas la place interne pour prévoir une implantation d'utérus. Vous voulez mettre ça où? C'est pas possible, c'est pas prévu à la base. Si on est né sans utérus, c'est qu'il y a une raison. Et je veux dire, on n'a pas non plus le système endocrinologique de base qui permettrait que l'utérus fonctionne. Nous prenons des médicaments par voie externe. Quoique moi, j'ai jamais pris d'hormones, par exemple. Je suis le contre-exemple parfait. Pourquoi vous n'en avez pas eu besoin? Parce que au début, j'avais l'ovaire qui produisait des oestrogènes un petit peu comme ça, de façon désordonnée. Et puis, mes parents ont dit, l'enfant existe en état. Même quand on m'a enlevé la glande, la gonade ovarienne, j'avais encore un peu d'oestrogène dans les surrénales et la thyroïde. Et donc, j'arrivais à exister. Donc, mes parents ont dit, on ne va pas commencer à trafiquer notre enfant. Il ou elle existe en état, c'est très bien comme ça. J'ai commencé à prendre des hormones l'année dernière à 61 ans parce qu'on m'a dit que j'avais de l'ostéoporose. Donc je mets une petite pression là. Mais ça n'a rien à voir avec, non. Avec le reste. D'accord. Mais écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais. Mais évidemment, si vous avez un message à faire passer ou quelque chose que vous auriez aimé aborder ou ajouter, compléter, vous pouvez... C'est un message à donner aux jeunes. Notre parcours est ce qu'il est, j'en ai pas honte. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ça a été très dur pour mes parents, ça a été aussi très dur pour moi-même. Et c'est un parcours qui ressemble plus à un parcours du combattant, c'est un véritable calvaire. Et au bout du compte, quand on est finalisé, il ne faut pas croire que ça change quoi que ce soit au regard de la société sur nous-mêmes. Parce que personne ne sait si oui ou non on est mis en conformité. Et si on n'a pas la chance d'être crédible au niveau extérieur, ça ne change en aucun cas le regard de la société sur nous-mêmes. Et la mise en conformité est là, mais ça ne nous donne pas les facultés qui sont absentes. Donc je veux dire, ne précipitez pas les jeunes dans cet enfer. La nature, quand elle se trompe, elle le fait avec une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'elle s'est trompée pour moi, mais elle m'a donné une psychologie relativement forte qui m'a permis de mener cette destinée à bien, en tout cas de mener ces combats à terme. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut vraiment réfléchir. Et je répète, si une personne a un problème à la base, à la naissance, bien sûr qu'il faut l'aider. Bien évidemment. Mais si une personne a toutes ses fonctionnalités et que c'est juste un problème identitaire, un questionnement psychologique comme on peut avoir à l'adolescence ou à l'enfance en se disant « Bon, je suis une petite fille, zut alors, j'aurais préféré être un petit garçon parce que les petites filles sont un peu garçons manqués, elles aiment bien faire des activités bougeantes. » Où est le problème? Ça ne fait pas de vous quelqu'un de l'autre sexe. Y compris dans le choix de vos activités professionnelles. Vous pouvez choisir des activités... On n'est plus au Moyen-Âge. Vous pouvez choisir des activités professionnelles qui sont étaient dès lors plus réservées à l'autre sexe, mais ça ne fera pas de vous quelqu'un de l'autre sexe. Et j'ai envie de rappeler une chose tellement évidente. Si on pense à nos grands-mères, qu'est-ce qui s'est passé après les guerres? Les hommes sont partis au front pour défendre la patrie. Ce sont les femmes qui, au pied levé, ont été obligées de prendre en main l'économie du pays et d'aller travailler comme des bêtes de somme 14 heures par jour dans des secteurs extrêmement durs. Elles avaient un problème de genre, mes grands-mères?
Ma grand-mère à la campagne qui herçait, qui pousse la charrue, elle avait un problème de genre. Et pourtant, elle faisait bien les activités comme l'homme. Voilà, c'est tout. Donc c'est un exemple parfait. Je veux dire, l'inclinaison, les goûts, n'ont rien à voir avec le fait que vous restez ce que la nature a voulu que vous soyez vous. Sauf dans des cas extrêmement rares comme le mien, où... Et encore, je suis même pas sûr que j'aurais pas pu rester comme j'étais à la base. Je suis même pas sûr. Après coup? C'est pas après coup, c'est que on m'a posé la question. Et c'était une question extrêmement dure. On m'a dit, mais est-ce que vous n'imaginez pas que vous pouvez rester dans l'état d'hybridation que vous êtes, en arrangeant un peu votre extérieur? Vous ne serez jamais ni l'un ni l'autre, mais au moins, on arrange l'extérieur, que vous ne soyez pas embêté chaque fois que vous traversez une rue. Mais moi, le problème que j'avais, c'était ma disgrâce génitale. Je ne supportais pas. C'était quelque chose qui était une souffrance pour moi incommensurable. Et donc, il a fallu m'opérer à cause de ça. Mais je savais pertinemment qu'au bout du compte, c'était du confort visuel. Mais que, voilà, il n'y aurait rien. Et j'ai en fait une dernière question. Est-ce que ça vous est arrivé de croiser des femmes qui ne voulaient pas d'enfants? Et est-ce que vous comprenez ce choix-là quand vous savez que vous êtes condamné à ne pas pouvoir en avoir? Est-ce que ça vous fait de la peine? Ou est-ce que pour vous, la femme, ça fait partie intégrante de ce qu'elle est? Ou bien non, moi je pense qu'il faut... Je dis toujours, il faut laisser aux gens qui se sentent concernés le choix ou le désir de se marier et de concevoir des enfants. Si vous n'êtes pas concerné, mais ne faites pas d'enfants, par pitié. Il n'y a aucune obligation à faire des enfants ou à se marier avec un homme ou avec qui vous voulez. Mais je veux dire, laissez ça aux personnes qui ont vraiment envie. Parce que ça doit être c'est un projet de vie qui doit se faire à deux. Mais pourquoi une femme devrait systématiquement... Il n'y a pas de droit, de désir à l'enfant. On fait un enfant pour lui-même, pour lui offrir une chance dans l'existence. Mais si une femme ne se sent pas concernée par la maternité, mais laissez-la tranquille. Laissez-la vivre sa vie comme elle le veut, elle. Bien sûr. Et vous avez eu, vous, le désir de maternité? Bah, curieusement, oui. Curieusement, oui. Et vous osez... Enfin, je sais pas maintenant si c'est une réflexion, mais est-ce que vous avez réfléchi à potentiellement l'adoption? On me l'a proposé. Alors, je suis marié depuis 26 ans avec un monsieur qui, lui, a eu une fille d'une première union. La mère étant plus ou moins absente, c'est moi qui ai élevé sa petite fille. Et là, la fille a eu 3 petits-enfants, 3 petits garçons. Donc, je suis grand-mère. On m'a proposé d'adopter, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je trouve que même si c'est dur, on ne peut pas imposer une telle différence à un enfant. Non. C'est trop compliqué. Je pense qu'un enfant a le droit d'avoir une mère et un père et que les différences comme ça doivent rester, je dirais, notre propos à nous-mêmes. Mais on ne peut pas l'imposer aux autres. Comme je n'ai pas voulu l'imposer à ma propre mère adoptive. J'ai compris. Je n'en ai jamais voulu à ma mère. J'ai compris que pour elle, c'était une telle souffrance. Et elle était incapable de comprendre intellectuellement ce qui se passait, que j'ai compris pourquoi mon père m'avait isolé. Et j'en ai jamais voulu à ma mère. Jamais. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, nous avons eu... elle m'a dit, tu sais, avant de mourir, elle m'a dit... si j'arrive aujourd'hui à lutter contre ma leucémie, parce que je t'ai vue tellement digne et forte à garder la tête haute et à mener ton combat jusqu'au bout. Et elle m'a dit, tu sais, aujourd'hui, je te le dis, j'aurais jamais voulu avoir une autre grande fille que toi. Je suis très fière de toi et je t'aime. Ça a été pour moi un apaisement total, parce que moi-même, je suis infirmière en soins palliatifs. Je m'occupe de femmes en fin de vie chez elles. Et je voulais absolument partir, que maman et moi, on parte sur une note d'apaisement. Parce que ça a été très dur pour elle. Et moi, je crois que ça a été le moment le plus dur de ma vie. C'est là où j'ai compris ma différence. C'est quand j'ai vu ma mère pleurer en me regardant. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas fait quelque chose qui puisse être répréhensible. Elle pleurait en me regardant et j'ai voulu m'approcher vers elle pour la câliner et elle m'a repoussé du bras en disant « reste là ». Et j'ai compris que j'avais quelque chose qui ne collait pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais me mettre en conformité et tout faire pour, dans le moindre détail, minutie, gagner l'amour de ma mère. Ça a été mon leitmotiv. Et j'ai réussi. On a exaucé mes souhaits. Comme quoi, le bonheur, vous voyez, c'est peut-être ça aussi le bonheur. Peut-être. Bon, très bien, merci beaucoup.
Je vous en prie. d'avoir répondu à nos questions.